musique, livres, films, pièces de théâtre ou œuvres artistiques rythment notre quotidien. La vie du secteur culturel en appelle à la mobilisation de tous, autant des acteurs étatiques que ceux du secteur privé. Le secteur privé, justement, on en parle aujourd'hui. Quel est le rôle du secteur privé dans les productions culturelles? C'est le sujet de ce numéro de Culture et Développement tout à l'heure avec notre panel. Bonsoir à tous et merci de nous choisir. Vous regardez Culture et Développement et on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour s'entretenir sur une nouvelle thématique. Aujourd'hui, il sera question du rôle du secteur privé dans la production culturelle. Et pour en parler, nous avons un panel richement fourni. Eh bien, vous le savez, j'aime bien commencer par introduire les dames du plateau et je ne vais pas déroger à la règle. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Salamatou Diéné. Elle est administratrice culturelle et gestionnaire de projet. Elle a été directrice déléguée du CDC La Termitière et aujourd'hui, elle est manager associée de Sankafo Production, une agence d'ingénierie culturelle. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous dit un grand merci d'être là, Merci. au milieu des hommes, pour nous partager votre expérience et donner votre point de vue. Et justement, ces hommes en question, nous avons Monsieur Alphonse Tougouma. Il est inspecteur du Trésor et diplômé d'un master en management des projets à l'université Senghor d'Alexandrie. Il a occupé les postes de chef comptable ainsi que de directeur administratif et financier au niveau du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme. Il a également été directeur général du Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Eh bien, aujourd'hui, on a le plaisir de l'avoir sur notre plateau. Bonsoir, M. Tougouma. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Vous nous avez ramené un peu de reste du fond ou c'est resté tout au fond du sac? On va en parler tout de suite. Ça marche. Et on a également avec nous Monsieur Djibril Belem. Il est économiste, ingénieur du cinéma et de l'audiovisuel de formation. Il occupe le poste de directeur du suivi et de l'évaluation et de la capitalisation à la Direction générale des études et des statistiques sectorielles des gestes du ministère de la Communication et de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir, M. Belem. Bonsoir, madame. On espère que vous allez bien. Super. Et notre quatrième invité, on l'a poursuivi longtemps et enfin, on a réussi à l'avoir sur ce plateau aujourd'hui. Monsieur Martin Zongo, administrateur du CITE, également président de la plateforme Plus Loin Ensemble PLC. PLS. PLE. Voilà, on se comprend. Je suis intimidée parce que c'est mon professeur de français. Oui, parce qu'il était enseignant avant de se consacrer entièrement et totalement à la culture. Bonsoir, M. Zongo. Bonsoir Stéphanie. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de vous avoir tous sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle du rôle du secteur privé dans la production culturelle. Quand on parle de culture, on va dire que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu, ce qui veut dire que la culture est en chacun de nous et fait ce que chacun de nous sommes. Eh bien, dans un contexte pareil, quand on parle de secteur privé, qui est le secteur privé de la culture déjà? Ça peut être intéressant que l'on s'accorde sur cette terminologie. Alors, Monsieur Tougouma, je vous lance la patate chaude. Quand on parle de secteur privé dans l'univers de la culture, de qui est-ce qu'on parle? Merci. Je crois qu'on aurait dû commencer effectivement par le secteur privé. Ils allaient dire qui ils étaient exactement. Ça viendra. Mais je pense que le secteur privé, c'est en parallèle avec l'administration publique de la culture. Mais moi, je ne vais pas tellement m'attarder sur une définition. En fait, c'est les acteurs productifs de la culture. Ça veut dire que c'est ceux qui apportent la plus-value, ceux qui sont dans la création, dans le développement, la diffusion, etc.
pas contrairement, parallèlement au secteur public qui est dans l'orientation, dans la conception des politiques, dans les normes, etc. Donc, ceux qui produisent vraiment, les producteurs culturels, c'est eux que nous appelons des acteurs privés. Donc, l'administration publique est comme un catalyseur pour aider à ce que les résultats soient des résultats probants, mais aussi, surtout en matière des ICC, pour que... Alors, on va définir ICC pour que tous ceux qui nous regardent puissent savoir de quoi on parle. Tout de suite? Oui, juste le sigle, ce que ça veut dire. Pour qu'on se c'est les comprenne. industries culturelles et créatives, ça, voilà, c'est tout ce qui concerne les activités liées à la culture et la création. Donc la chaîne de valeur, donc, comme je le disais tantôt, créer, produire, diffuser essentiellement. D'accord, donc on retrouve le secteur privé dans toutes les formes d'expression, ou est-ce qu'il y a des formes qui sont réservées à la structure publique et étatique? Cette fois-ci, on va s'adresser au privé. Oui. Aux deux privés, hein, parce qu'ensuite... Merci beaucoup. En fait, quand on parle de culture, c'est le privé qui est le faiseur de culture. D'accord. Ce sont les acteurs du privé, quelle que soit la discipline, quelle que soit la fêtière, ce sont les acteurs du privé qui sont les véritables acteurs, modeleurs, créateurs, producteurs de culture, sous toutes ses formes. Maintenant, comme le DG Tougma vient de le dire, l'administration est là pour préparer les cadres, pour superviser, pour encadrer. Mais le véritable producteur de culture, c'est le privé. On peut prendre des exemples. Vous n'allez pas voir l'administration qui va organiser des cérémonies de danse, des concerts de musique, etc. Ou bien l'administration ne va pas se lever et se mettre à écrire des romans, etc. Tout ça, c'est le privé qui produit. Maintenant, la compréhension générale qu'on a, c'est qu'il y a le ministère de la Culture et l'administration générale qui, parfois, semble aussi prendre la place du privé. Par exemple, nous sommes des acteurs qui nous battons pour que l'organisation de certaines manifestations d'envergure revienne au privé et ne soit pas l'affaire, par exemple, du public. Mais ça, c'est un autre débat. Mais de façon générale, quand on dit privé, c'est tous les acteurs qui entrent dans la conception, la réalisation, la production, la création, la diffusion et la mise en marché du produit culturel. Moi, j'ai envie de dire donc le privé est sur le terrain et le public s'occupe de la paperasse. Absolument. On peut caractériser ça comme ça. On peut caractériser ça comme ça. Et justement, alors Madame Diébé, donc c'est dire quoi? Est-ce qu'on commence à travailler et ensuite on met le cadre, ou est-ce qu'on met le cadre pour pouvoir travailler dedans? Qui arrive avant qui? Si on peut même avoir la prétention de dire qui intervient avec qui dans cette affaire de production culturelle. Je pense que ce n'est pas une question de qui arrive avant qui, mais c'est une complémentarité. Donc voilà, il faut un cadre pour que les acteurs du privé puissent travailler de façon à l'aise et produire de bons résultats. Donc pour moi, en fait, il faut le tout en même temps. Okay. Voilà. Monsieur Belém, est-ce qu'on arrive à se comprendre, administration publique, privée, sur le terrain? Absolument. Je pense qu'on a des cas de concertation qui sont légion actuellement. Donc, je vais parler du cadre sectoriel de dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs, dans lequel il y a une forte participation du secteur privé. On a un autre cadre également qui est plus interne, tel que le RAS-PCT, la rencontre administration secteur privé, et qui nous permet de fédérer nos interventions pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Du reste, les documents stratégiques que nous avons élaborés au cours de ces dernières années, je vais parler notamment de la stratégie nationale de la culture et du tourisme. Le secteur privé est fortement impliqué. Donc, ils ont pris part à l'élaboration de ce document qui nous concerne tous, et même dans la mise en œuvre et le suivi. Donc, je pense qu'on se comprend, et surtout dans le contexte actuel où nous devons travailler ensemble pour pouvoir atteindre des résultats probants.
D'accord. Alors, il faut travailler ensemble pour atteindre des résultats, mais il n'est pas rare d'entendre, M. Zongo l'a un peu effleuré tout à l'heure, ce n'est pas le rôle de l'État de faire ceci, il faut que le privé s'implique un peu plus. On a quand même l'impression que dans les faits, chacun a quelque chose à reprocher à l'autre. Qu'est-ce qui explique cet état des faits, M. Zongo? Bon, je pense que c'est peut-être dû à l'état d'avancement de notre vie socio-culturelle. Il y a des choses que nous faisons ici qui ne se font pas ailleurs parce qu'ils sont déjà à une autre étape. Mais nous avançons aussi au rythme un peu de notre société, au rythme de notre administration et au rythme aussi de la compétence des acteurs du privé, même si ces derniers, évidemment, revendiquent certains pans de la vie culturelle de notre pays, tels que l'organisation des cérémonies d'un certain gabarit, d'une certaine envergure. Et je pense que c'est de bonne guerre. Parce que l'État, effectivement, doit rester dans son rôle d'encadrement, de supervision, de contrôle. Mais l'action concrète doit être dévolue aux acteurs privés. Parce que c'est eux vraiment qui sont, comme je l'ai déjà dit, les créateurs de culture. Aujourd'hui, on peut commencer peut-être à étudier la possibilité de lancer des appels d'offres pour que des organisations, des associations du privé organisent des cérémonies d'envergure. On peut tenter pour voir. Si on estime que notre texture au niveau du privé, les compétences acquises ou les expériences ne suffisent pas pour organiser des cérémonies d'un certain niveau, eh bien, il y a peut-être des cérémonies où on pense que l'expertise peut permettre de les organiser. Il faut aller dans ce sens-là. Mais quand c'est l'administration qui s'occupe, regardez par exemple le FESPACO, regardez la SNC et tout ça, les artistes même finalement sont maintenus dans des espaces d'accueil, dans des niveaux de traitement à la limite parfois indignes. Alors que bon, ce sont les gestionnaires de l'administration qui occupent les hôtels, qui ont les véhicules qui tournent, etc. et tout ça. Ça devient finalement leur affaire. Et ceux qui sont au cœur même de l'activité de la semaine, c'est-à-dire les artistes et tout ça, c'est comme s'ils passent maintenant au second plan. Peut-être que s'il y avait des privés qui organisaient la chose, il y aurait un autre regard, il y aurait un autre mode de traitement, parce qu'évidemment, on se connaît sur le terrain. Donc ça, on va dire que ça se défend, mais quand vous avez dit qui occupait les voitures et les chambres d'hôtel, il y a eu un sourire partagé. J'ai envie juste de m'arrêter 5 secondes sur cette réaction avant de revenir sur ma prochaine question. Alors, M. Touma, par rapport à ça. Bon, il faut se dire que il y a cette dualité-là, qui à mon avis est inutile. Mais il faut regarder la réalité des faits qui est qu'avec le développement embryonnaire du secteur culturel au Burkina, les acteurs culturels aujourd'hui aussi doivent se dire que nous revenons de loin. Il y a de cela quelques années, il ne venait pas à l'idée d'un acteur culturel de revendiquer l'organisation de la SLC. Parce qu'il n'y avait pas assez de manettes, il n'y avait pas assez de dispositifs pour le faire. Aujourd'hui, on voit des acteurs culturels qui organisent des manifestations de grande envergure. Et même quand nous prenons ces manifestations, ils viennent s'appuyer sur l'État pour organiser. Donc vous voyez que tant qu'on ne va pas travailler à ce que cette déconnexion-là aussi, économique et financière-là, soit une réalité, aujourd'hui on peut douter, on est en droit de douter que lorsque vous confiez l'organisation de la Semaine nationale de la culture à un acteur privé, qui est de l'ordre de 500 millions, ce n'est pas évident. S'il faut prendre les fonds publics, aller remettre au privé pour le faire, on n'y est pas encore. Si on était dans une proportion de genre, le privé apporte 50% et dit à l'État, donnez-moi 50% du budget et j'organise, on serait plus tranquille. D'ailleurs, ce que je souhaite, c'est que lorsque, au lieu que chacun reste dans son coin et qu'on parle, dans nos stratégies nationales, les rôles des parties prenantes sont clairement définis. Donc, il appartient à ce que lors de ces cadres de dialogue-là, on rappelle à chacun quel est le rôle que tu dois jouer pour quel résultat. Si les moyens, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut donner les moyens de production aux acteurs. Mais comment? Nous attendons aussi de ces acteurs-là une meilleure organisation. Pour la petite expérience que je sais, on a encore un peu de chemin.
en matière d'organisation et la question financière. Lorsque des structures même peinent à réunir le minimum de moyens, il est difficile. Lorsqu'une structure a dans l'année, pour tout budget, 40 millions, c'est déjà même énorme, et il vous dit, donnez-moi une activité d'1 milliard à organiser, vous voyez, il y a quelque chose qui ne colle pas trop. En tout état de cause, moi, comme je le dis, il appartient au secteur privé de faire la preuve, de faire ses preuves, de faire la preuve qu'ils peuvent aujourd'hui jouer pleinement leur rôle et que l'État se mette au second rang pour observer. Avec le Fonds de développement culturel et touristique, vous avez vu que de plus en plus, on responsabilise les acteurs du privé et on attend d'eux des résultats. Pour le moment, ça commence à aller. Comme je le disais, on ne sait pas encore, on ne sait pas si c'est parce qu'on a mis plus d'argent que les résultats sont beaucoup plus tangibles ou bien c'est parce que les acteurs sont de plus en plus organisés et ils gagnent en professionnalisme, ou bien si c'est une combinaison des deux. Toujours est-il qu'à partir d'un certain niveau, ce que le privé peut faire, il vaut mieux que l'État se retire et laisse le privé faire. J'ai toujours dit, lui, il mange dans ça. Donc, mieux vaut lui donner ça et qu'il se débrouille. Il va mieux se débrouiller que le fonctionnaire pour lequel, même si ça ne marche pas, il a son salaire à la fin du mois. Donc, on est tout à fait d'accord, mais il faut qu'on travaille vraiment de part et d'autre à nous donner confiance et à ce que chacun s'assume. Et que, je pense que le doyen l'a dit, ça peut aller. Voilà, moi, c'est ce que... Au-delà de la question peut-être des budgets, du financement des activités, des événements, il y a également peut-être la question du développement des métiers. Ceux qui sont dans l'administration publique ont peut-être reçu une certaine formation, ils ont des titres et on va dire qu'ils ont été préparés à occuper ces postes-là. Qu'en est-il de la chaîne de valeur des métiers de la culture dans le privé? Madame Diémé. Oui, c'est vrai que il y a eu pendant plusieurs années quand même un problème de formation à ce niveau-là, parce que la plupart des administrateurs culturels et autres s'étaient formés sur le tas. Mais depuis quelques années quand même, il y a plusieurs filières qui sont développées au niveau de l'université de Ouara, dont AGAC et puis au niveau des lettres modernes aussi, une autre filière qui permet quand même de former des administrateurs qui peuvent occuper ces postes dont vous parlez là, et aussi au niveau de l'ENAM. Voilà. Mais il faut dire que la gestion administrative sur le terrain, et oui, c'est très important, même pour ceux qui ont appris sur le tas, les devanciers, aujourd'hui, sont peut-être les plus performants, les plus efficaces sur le terrain, parce que quand on se frotte à la réalité, voilà, on développe plus de qualité, de capacité à gérer le stress, à gérer des imprévus, surtout que c'est un milieu où on est toujours confronté à des imprévus et tout ça. Donc, je pense que dans le secteur privé, quand même, il y a eu aussi beaucoup de formations que des acteurs majeurs ont mis en place pour donner le b.a.-ba, ou en tout cas pour renforcer certaines capacités à défendre les dossiers, à porter les activités, à pouvoir gérer ces événements, ces gros événements comme le FESPACO, comme la SNC, même si aujourd'hui ils parlent de la gestion budgétaire, ce n'est pas le tout. Et je pense que cette dualité dont il parle là, on peut se mettre toujours ensemble. Qu'est-ce qu'on confie au secteur privé pour ces organisations? La répartition des tâches. Et je pense que ça, ce serait plus intéressant et plus pertinent pour le secteur culturel en général. On me dit que les argentiers gèrent l'argent et les techniciens gèrent la technique. Oui, M. Zongo. J'ai bien aimé le développement du DG Tourma, mais si moi j'ai intervenu dans ce sens-là, c'est parce que c'est un état d'esprit qui est là et qui ne varie pas. Je suis comme dans le milieu, ça fait des années. J'ai plusieurs fois été responsable, président de commission, par exemple l'organisation du FESPACO, de la SNC, du jury, etc. Et je vois que les choses ne bougent pas. Ce sur quoi moi je vais attirer l'attention des uns et des autres, notamment ceux du secteur public, c'est qu'il leur revient à eux-mêmes de créer les conditions pour que le secteur privé
puisse jouer son rôle. Il ne faut pas attendre que le secteur privé se débrouille tout seul, fasse ses formations tout seul, acquiert l'expérience tout seul et puis vienne. Non. Je pense que si l'état d'esprit, c'est de céder en tout cas une bonne partie de l'organisation de ces cérémonies d'envergure au secteur privé, on peut commencer à prendre des initiatives pour dire, par exemple, au prochain FESPACO, on s'assoit avec les représentants du secteur privé, quels sont les volets que vous pensez que vous pouvez gérer. Voilà, tant. Nous, on peut toujours garder le cordon de la bourse. On ne va pas vous remettre les 500 millions, mais exprimer vos besoins, on va voir, il y a une équipe quand même. Exactement. Et petit à petit, on passe la main. Vous voyez, c'est surtout sur ça. Je veux que l'état d'esprit change, qu'on ne dise pas que le secteur privé l'a resté là-bas tranquille. Laissez-nous, le budget là, c'est le budget public, donc c'est nous qui allons gérer. Et c'est ça qui est de cours depuis des années. Et ça ne change pas. Naturellement. Oui, M. Belem. Oui, je voudrais à ce niveau compléter un élément important sur le fait que nous sommes dans ce processus de transfert de connaissances et de compétences, et donc du public vers le privé. Les renforcements de capacités, nous l'avons commencé depuis longtemps, que ce soit à travers le Fonds de développement culturel et touristique FDCT ou via même le ministère. Chaque année, nous faisons des renforcements de capacités avec nos collègues du privé. Et concernant les manifestations culturelles, nous en avons dénombré 1121 sur l'ensemble du territoire. Et sur les 1121, il n'y a que 2 qui sont organisés par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pour tout le reste, sur le secteur privé. Donc je pense quand même que ça donne matière à réfléchir. Et ils ont pratiquement cette masse qu'ils organisent, ils participent évidemment au développement, c'est ça. Parce que c'est ça aussi la dynamique culturelle. Je pense pour les 2 aussi, si vous avez remarqué, au niveau du FESPACO, il y a des pans entiers qu'on a confiés au secteur privé. Par moment même, le président du Comité national d'organisation est du secteur privé. Donc, je pense qu'il y a un effort supplémentaire qui est fait. Et si ça continue comme ça, comme vous l'avez dit, à un moment donné, c'est sûr que la tendance aussi peut s'inverser. Mais comme je l'ai dit, bon... Alors, de ce que l'on entend très clairement, le rôle et la place du secteur privé, personne ne nie cela. Mais là où ça coince, c'est au niveau, naturellement, du nerf de la guerre. Donc, pourquoi on a l'impression que c'est toujours difficile de réunir les fonds au niveau du secteur privé, en tout cas des entrepreneurs culturels du privé, peu importe le nombre d'années d'expérience, Alors, je peux donner quelques éléments de réponse. Le secteur privé connaît ce problème-là de ressources financières comme son véritable tendon d'Achille. Je crois qu'à tous les niveaux, le secteur privé, du point de vue de la compétence, du point de vue de la maîtrise du travail, et du point de vue de l'organisation, etc., s'en sort assez bien. Mais là où le bas blesse, c'est généralement la difficulté pour trouver les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ses projets, ses créations, ses réalisations, etc. Et ça, je crois que ça tient de plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'évidemment, le secteur privé en lui-même n'a pas atteint cette capacité-là de production industrielle pour pouvoir aussi rencontrer un marché qui lui permette de pouvoir faire donc des affaires. Ça, c'est une réalité, à telle enseigne que dans notre panorama culturel actuellement, il y a certaines disciplines qui sont vues comme des disciplines pouvant intégrer cette philosophie des industries culturelles et créatives. Le cinéma, la musique, peut-être l'art plastique. Mais il y a aussi des disciplines qui difficilement peuvent voler de leur propre aile, peuvent prendre le pari de monter un projet et de le rentabiliser. Sous nos cieux, je parle du Burkina Faso, voilà. On prend par exemple la discipline du conte, c'est difficile. On prend même le théâtre, c'est difficile. Et il y a un certain nombre de disciplines comme ça qui ne peuvent pas se rentabiliser et ces disciplines ont besoin de subventions. Donc le marché n'est pas suffisamment organisé pour qu'une production culturelle
puissent aller sur ce marché et faire des profits. Deuxièmement, la culture n'a pas ce crédit, compte tenu de ce que je viens de dire, pour pouvoir être aussi un partenaire au niveau des banques ou des sociétés financières. Vous devez avoir votre projet culturel, vous allez voir une banque pour dire nous voulons faire ceci, cela. La banque va être assez réticente. Pour prouver à la banque que votre projet va rapporter de l'argent, que vous pourrez rembourser le crédit, ce n'est pas évident. Certains arrivent à le faire. Mais Dieu merci, depuis qu'on a mis en place le Fonds de développement culturel et touristique, dont l'ex-DG est là, il y avait ces deux volets-là. Il y a un volet donc subvention pour appuyer les disciplines artistiques qui ne peuvent pas comme ça, évidemment, générer des fonds. Et il y a aussi un volet prêt pour ceux qui estiment qu'ils peuvent effectivement faire de leur activité une opération économique qui va rapporter, permettre de rembourser et permettre de pouvoir envisager autre chose. Donc, c'est la faiblesse, je crois, du panorama culturel actuel qui fait qu'on ne peut pas trouver une base de production d'un côté et de l'autre côté, on ne peut pas trouver un marché sur lequel on peut véritablement compter pour écouler cette production et rentabiliser son investissement. C'est ça qui fait que nous connaissons cette faiblesse-là pour l'instant. Est-ce que le secteur ne se disperse pas un peu? Vous avez dit tantôt plus de 1100 manifestations pour un marché qui est réduit, pour une faible consommation. Est-ce que justement on ne se lance pas très rapidement dans plein de choses et ça rend justement le retour sur investissement plus compliqué? Je peux dire oui et non. Oui et non, parce que si on va par exemple dénombrer ces manifestations culturelles-là, eh bien, le Burkina est assez large. Hein. S'il y a un festival qui se passe à Fada, vous ne pouvez pas demander à ceux de Banfora de quitter Banfora pour aller assister à ce festival. Donc, ça et là, il y a des initiatives qui sont prises. Je pense que ça devrait plutôt être encouragé parce que ça fait une offre culturelle abondante et ça permet donc aux populations de pouvoir consommer là où elles se trouvent les productions qui leur sont proposées. Mais d'un autre côté, effectivement, quand vous êtes par exemple dans la même région, dans la même localité et que vous avez des activités plus ou moins similaires, à ce moment-là, on peut penser un peu qu'on se marche sur les pieds, mais en réalité, en matière de culture, il n'y a pas à se marcher sur les pieds puisque c'est la qualité de votre production. Je ne vais pas reprendre les termes qui sont devenus historiques dans notre pays, mais c'est la qualité de votre production qui va vous assurer donc le marché. Voilà. Si bien que vous avez beau être 4, 5, eh bien, les gens, mais bien sûr, absolument, absolument. Madame Tienemi, j'aimerais ajouter à ce que M. Zongo a dit tout à l'heure. Je pense que cette faiblesse de mobiliser les fonds du secteur privé ne sont pas spécifiques au Burkina Faso. C'est partout dans le monde. Et je pense que ce n'est pas du fait de l'incompétence ou voilà, des acteurs du privé, mais je pense que ça vient aussi un peu des politique ou en tout cas de cette crise économique qui déteint surtout. Et comme la culture vient toujours en dernière position, ça se ressent fortement. Voilà. Quand on prend les pays de l'Europe ou des États-Unis où on parle de l'industrie culturelle et créative, où c'est vraiment, cette notion est vraiment développée, mais il n'y a pas une seule structure qui n'est pas subventionnée. Quand on prend les centres culturels par exemple, ou même des compagnies de danse ou de théâtre, ils sont subventionnés par l'État. Parce qu'on sait que c'est des structures qui ne peuvent pas générer assez de revenus pour fonctionner. Okay. Donc, sous certains critères, chaque année, ils ont une subvention de l'État qui leur permet de fonctionner. Okay. Ce que nous n'avons pas au Burkina ici. Voilà. Donc, quand je prends même l'exemple du CITO, M. Zongé, là. Comment est-ce que le CITO peut produire une pièce de théâtre, j'imagine à 40-50 millions? Quelle recette, quelle billetterie peut permettre de rentrer dans ce fonds-là? Ce n'est pas possible. Ils ont beau faire, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas voilà, rentrer dans tes fonds, dans ton investissement. Donc, il y a des secteurs d'activité qui ne pourront pas être autonomes comme les gens l'entendent. Voilà, quand on parle d'industrie culturelle et créative, même en Europe, en général,
il s'agit surtout des jeux vidéo, voilà, d'autres secteurs, mais pas forcément les arts de la scène, par exemple. Mais les jeux vidéo, par exemple, que vous citez, c'est un secteur qui génère beaucoup de revenus, Beaucoup. parce qu'il y a, au-delà même du jeu en lui-même, des supports de jeux qui sont commercialisés. Exactement. Il y a tout ce qu'il y a comme produits dérivés autour. On n'a pas la culture du produit dérivé ici. Est-ce que c'est parce que les consommateurs n'en veulent pas ou est-ce que c'est parce que les entrepreneurs culturels ne le proposent pas? C'est juste aussi qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les arts de la scène et absolument, voilà. C'est juste ça, c'est pas les mêmes... Mais même pour les arts de la scène, on va pas ça. Mais les produits dérivés, les gens n'en veulent pas. Nous avons des exemples. Si vous venez dans mon bureau, vous allez voir des cartons, de t-shirts, de casquettes, de porte-clés, de gadgets comme ça, des livres et tout ça. Quand vous sortez, le public passe, il vient voir la pièce, il regarde, ah oui, c'est bien, donc ça c'est bien. Et puis ils s'en vont. Ok. Ce que vous avez investi pour faire ces t-shirts, pour faire ces casquettes et tout ça, eh bien, vous êtes là à vos frais. Les gens, ils ne raffolent pas, sauf si vous avez peut-être un événement culturel exceptionnel qui fait que chacun veut en retenir une sorte de souvenir et tout ça. Mais la culture de l'appropriation des gadgets, des produits dérivés, ce n'est pas encore... on n'en est pas encore là. Non, ok. Non. Monsieur Belem, oui. Alors, ce que je voudrais ajouter également à ce propos, avant certainement que Tougma ne renchérisse, c'est le fait que le ministère a fait des efforts très importants depuis 2016, pour ne pas dire depuis la création du FDCT. À partir de 2017, je pense qu'on était à un budget de 580 millions. Il pourra rectifier après si ce n'est pas le cas. Pour le financement des projets culturels et touristiques. Mais c'est plus culturel et touristique, on le sait. Mais aujourd'hui, notamment en 2022, on était à 3,5 milliards au titre de ces financements. Donc je pense qu'on a pratiquement quadruplé le montant. Donc, grâce au programme que vous connaissez, notamment le PASEC, le programme d'appui au secteur de la culture, et le programme d'appui aux industries créatives à la gouvernance de la culture PECGC. Donc qui appuie énormément le volet financement du secteur. Donc je pense que ce n'est pas rien. Il y a eu 177 entreprises culturelles qui ont été financées en 2022. C'est quand même colossal. Donc ce que nous attendons surtout du secteur privé, c'est de diversifier aussi les sources. Ne pas forcément aussi attendre que le ministère donne des subventions, mais c'est de diversifier ces sources de financement, mais également les débouchés, c'est de les diversifier aussi. Parce que quand on a mené les études, on s'est rendu compte que parmi les 5 filières du secteur de la culture, donc c'est la filière art plastique et appliqué, et la filière cinéma audiovisuel et la filière art de la scène, qui sont en tête en termes de contribution. Donc si vous êtes dans une filière où vous avez du mal à produire, il n'y a pas de problème, vous pouvez migrer ou vers un autre secteur pour pouvoir... Comme le dirait quelqu'un, on ne va pas revenir sur les propos en question. On a tendu une perche à M. Tougma, donc... oui. Il faut que je lui bondisse dessus. Pour dire que justement, c'est cette façon de voir les choses. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait un petit effort, on l'écrit sur les toits, on a fait un effort, c'est normal, hein, ils sont du public, et ils sont obligés évidemment d'entonner la même trompette que le public. Mais nous disons que c'est largement insuffisant. Parce que dès le départ, le DG pourra le confirmer, la projection de DG, la projection même à l'ouverture du FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique, je crois que c'était environ 1,5 milliard ou 2 milliards. Alors si on s'est retrouvé dans un creux de 500 millions, et après on arrive kata à remonter jusqu'à 3 milliards près de 20 ans après, on ne peut pas dire que ce n'est pas une prouesse. Nous disons, et ça c'est quelque chose que je répète partout, j'ai l'occasion de le dire, notre pays est un pays culturel par essence. Je pense que toutes les autorités sont d'accord que
le premier drapeau, le premier fanion de notre pays, c'est sa culture. Il faut en conséquence, investir dans cette culture. C'est vrai que nous passons le temps à crier, mais si on attend par exemple la veille d'un FESPACO pour remettre au cinéaste 1 milliard, mais ce milliard aurait pu servir toute l'année à plusieurs acteurs culturels. C'est cette façon de faire là que nous décrions. On peut voter le Fonds de développement culturel et touristique qui est là. L'État peut décider comme ça, de façon souveraine. Parlant de souveraineté, on vient d'accorder, je crois, une garantie souveraine à quelqu'un. On peut souverainement décider, cette année-là, on donne 5 milliards au FDCT. Mais ce que les gens n'ignorent pas, c'est que avec la culture, on ne construit pas forcément des étages, ce n'est pas du goudron qu'on l'étale, etc. et tout ça. Mais la contribution de la culture au développement est inestimable. Tout le monde chante que c'est la culture qui est la base du développement. Pourquoi? Je prends un petit exemple simple. Un film, une chanson, une pièce de théâtre, un livre, une production culturelle peut changer la mentalité d'un individu qui se trouve à un carrefour décisionnel important où il aurait pu dériver, par exemple, des fonds qu'il gère. Combien de détournements on ne déplore pas dans notre pays, mais quelqu'un qui a été sensibilisé par un produit culturel peut éviter, par exemple, de détourner. S'il ne détourne pas, on pourra réaliser le projet qui était prévu, c'est-à-dire un dispensaire, une école, une route, un projet de développement pour une communauté rurale. Et s'il avait détourné, regardez tout le préjudice sur cette chaîne-là. Combien de gens vont mourir parce qu'il n'y a pas le dispensaire? Combien d'analphabètes on allait produire parce qu'il n'y a pas eu l'école? Et comme j'aime dire, il faut chaque fois partir d'un échelon, enfin d'un exemple, pour montrer l'importance des préjudices. Thomas Sankara, que tout le monde admire, il aurait pu bêtement ne pas aller à l'école. C'est vrai. S'il n'était pas allé à l'école. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut admirer les choses. On ne peut pas quantifier, faire une sorte d'estimation chiffrée de l'impact des produits culturels, mais c'est extrêmement important. Je termine par un dernier exemple. Les différentes autorités politiques de nos pays africains se sont associées ou sont allées de façon personnelle discuter avec la France pour la revalorisation du traitement des anciens combattants. Ça, c'est un combat que notamment Maître Abdoulaye Wade au Sénégal a mené tambour battant, mais ça n'a jamais changé. Tous ceux qui ont eu l'occasion de vivre dans les campagnes où il y a des anciens combattants les ont vus traîner leur misère jusqu'à leur mort. Mais il a fallu, à l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes, qu'un Algérien projette un film là-bas qui s'intitule Indigène. Et le président Jacques Chirac était à l'ouverture, il a regardé le film et ça l'a torturé moralement. Il s'est rendu compte de l'injustice qui était faite à tous ces millions ou des milliers d'Africains qui sont venus se battre, qui touchent 200 francs de retraite, alors que leurs camarades français qui sont restés là-bas touchent des millions. Et dès le lendemain, il a ordonné qu'on prenne des mesures pour revaloriser la retraite donc, de tous les anciens combattants africains. Qu'est-ce qui a apporté cette décision? C'est un produit culturel. Exactement. Mais par contre, les politiques sont passés partout, ils se sont battus, ils se sont plaints, ça n'a pas bougé. Donc, malheureusement, on ne peut pas dresser des statistiques comme ça pour montrer l'impact, mais nos autorités devraient comprendre ça, que notre pays est un pays culturel et qu'en investissant dans la culture, l'impact est énorme, rien qu'en matière de création d'emplois. Exactement, c'est vrai que c'est un secteur qui emploie énormément. Donc, je conclue en disant, il ne faut pas que l'État se dise, on a fait des efforts. Quand on a ajouté 500 francs, quand on a ajouté 1000 francs, ce n'est pas un effort, ce n'est pas suffisant. Il faut véritablement prendre le taureau par les cornes. Nous savons que nous sommes dans un pays où tout est prioritaire, où tout est urgent, même comme dit le capitaine Ibrahim Traoré actuellement. Mais dans ça aussi, la culture, là, c'est urgent. Et si on avait investi dans la culture comme il fallait, ce n'est pas certain que nous vivions la situation que nous sommes en train de connaître. Le drame avec la culture, c'est que c'est les conséquences de non-investissement dans la culture que l'on est obligé de constater. Mais en amont, on ne peut pas forcément percevoir l'importance d'investir dedans. Alors, Monsieur Tougma, vous avez été interpellé plusieurs fois. Je vais faire à ce cours. Je crois que l'essentiel a été déjà dit.
Le problème, c'est que nous avons péché avec la culture depuis le départ. Parce que la façon de concevoir nos budgets, généralement, le budget est assez carré. Et comme on n'a pas pris tellement en compte la culture dans nos politiques économiques, entre-temps, donc l'insertion de la culture est très difficile. Et nous avons un budget empirique qui fonctionne essentiellement de deux manières. Les services votés, ça veut dire ce qu'on a déjà fait. Ça veut dire cette année, on a mis 100 millions pour subventionner les engrais. L'année prochaine, on prévoit que bon, au moins les 100 millions, vous les aurez. Et nous avons aussi un budget de crise. Tout de suite, s'il y a une crise sanitaire, on taillarde, on coupe chez tout le monde et on oriente. Il n'allait pas arriver à l'esprit de quelqu'un. J'ai 25 ans de service. Ça ne pouvait pas arriver à l'esprit de quelqu'un qu'on pouvait avoir 400 milliards par an pour injecter dans la guerre. Ça ne pouvait pas venir à l'idée de quelqu'un. Parce que lorsqu'un ministère veut se battre même pour avoir un budget supplémentaire de 2 ou 3 milliards, c'est tout un problème. Une confidence même, et à un ministre même qui est déjà allé en conseil de ministres, il a été rabrouillé pour 30 millions pour une action urgente et concrète. C'est pour vous dire que le fonctionnement du budget, ce n'est pas un budget, bon, j'ai envie de dire, c'est un budget trop de fonctionnaires. On est carré sur des aspects et ça ne nous permet pas de bouger facilement les lignes. Donc, dans nos politiques publiques, il l'a dit, on a mis en place le Fonds de développement culturel et touristique sans lui apporter des dotations. On a commencé avec 32 millions. Donc, on a créé le fonds sans dotation. Monsieur Belem l'a relevé. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est grâce aux partenaires que le fonds a eu un meilleur visage, hein, parce que l'État qui devrait apporter 3 milliards par an n'apporte qu'1 milliard. Et sur les 5 années, comme je l'ai dit, on a commencé par 32, puis c'était 500. On est monté à 1 milliard juste 2 fois. Et quand il y a eu Covid, au ministère, les Belem là, c'est sur le budget du fonds qu'on a taillé 350 millions. Mais quand on vous dit, justement, quand on regarde les lignes budgétaires du ministère, c'est dommage de le dire, c'est la seule ligne qui est assez fournie, où on peut trouver une inscription d'1 milliard. Donc du coup, nous les financiers, quand on veut couper le budget, on regarde là où c'est costaud là, c'est là-bas on attrape et puis on vous dit d'aller vous débrouiller. Donc quand on vous dit, ce n'est pas sur les salaires que vous allez aller couper, etc. Donc c'est comme ça que le ministère a toujours fonctionné. Dites-vous que c'est un budget de l'ordre entre 0,3 et 0,5%. C'est comme ça que le budget évolue. Et les besoins de financement qui nous sont soumis au FDCT, nous arrivons à peine à satisfaire 10%. Et même les 10%, je dirais que c'est exagéré parce que nous disons aux gens de monter des projets de l'ordre de 10 millions ou de 50 millions. Du coup, c'est plafonné. Donc, on ne leur permet même pas de s'exprimer. Donc, quelqu'un qui a un projet de 2 milliards ne se donne même pas la peine de nous envoyer le projet. Il coupe une partie des 50 millions que nous pouvons financer là et c'est ça qui nous présente. Donc, je pense que la bataille, vous les hommes de culture, vous avez un avantage que nous n'avons pas. Et je pense, comme vous l'avez dit, utilisez ça pour qu'on avance. Lorsque vous inscrivez un programme culturel dans un mandat politique, c'est trop court et personne ne va s'aventurer à ça. Je préfère faire 2 ou 3 écoles, tout le monde va voir. On va tracer une rue, tout le monde va voir. La maison de la culture. Sauf que construire une salle de ciné aussi, tout le monde la verra. Je vous dis quelque chose. La maison de la culture de Bobo, ça ne nous a coûté que 6 ou 7 milliards. Je vais dire que 6 ou 7 milliards, ça semble costaud, mais cette maison-là fait gagner plus de 2 milliards au secteur de l'hôtellerie et de la restauration par an à la ville de Bobo-Dioulasso. C'est l'un des attraits économiques de la ville de Bobo-Dioulasso aujourd'hui. Mais à l'époque, est-ce que vous savez comment on a construit la maison de la culture? C'est un journaliste, Jonas Apollinaire Kaboré, qui a fait un micro-trottoir parce qu'on avait fait la pose de la première pierre. Et les gens ont dit que Bobo est rempli de premières pierres. Et que le président leur a promis la maison de la culture et que c'est eux, ils n'ont pas leur maison de la culture, qu'on va voir qui va les voter. Mais nous avons été réveillés en tout cas, moi, on m'a réveillé vers 5 heures. C'est sûr que mon patron a été réveillé un peu plus tôt. Parce que lui, c'est vers 5 heures qu'il m'a dit qu'il paraît qu'il y a une interview. Et le Premier ministre a donné instruction qu'il faut que la maison de la culture voie le jour.
Wow. Nous sommes restés souvent au bureau jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais c'est un marché qu'on a lancé en conseil des ministres sans passer par le ministère. Hein. Donc, on a même démarré la maison de la culture et on continuait l'architecture. C'est vous dire un peu comment cette maison-là a eu la chance de venir, comme je l'ai dit, si vous l'inscrivez, si on l'avait inscrit dans un mandat normal, dans un budget normal, la première régulation budgétaire, c'est sur ça qu'on allait prendre. C'est vous dire que c'est par accident que souvent même la culture bénéficie de financement. Comme vous l'avez souligné, quand il y a eu Covid, les 1,250 milliard. Comment c'est arrivé? Mais on avait carrément voulu la culture, les acteurs culturels ont dit « Ah non ». Quand l'affaire a commencé, c'est nous qui sommes aux avant-postes pour sensibiliser. Aujourd'hui, vous parlez et vous ne nous... Bon, en tout cas, moi je pense qu'il faut restaurer la culture dans son rôle, dans ses rôles, parce que c'est un outil à multiples possibilités d'exploitation. Aujourd'hui, on a près de 400 000 enfants qui ne vont pas à l'école. L'une des meilleures façons de les récupérer, c'est par des métiers de la culture. Parce que non seulement c'est plus intéressant, c'est moins fatigant, c'est pas... Oui, plus attrayant. Hier, j'ai vu dans une information citoyenne SMS qu'aujourd'hui, les terroristes se rabattent sur les enfants pour recruter. Tout naturellement, ça c'était à prévoir. Parce que ces enfants-là, actuellement, ne vont pas à l'école et ces enfants-là sont des proies faciles. Comment faire? Aujourd'hui, si on occupe ces enfants par les contes, si on les occupe par le théâtre, si on les occupe par la peinture, aujourd'hui, c'est au moins des citoyens qui vont compter. Et mieux, ces enfants-là, il ne faut pas les occuper pour les occuper. Il faut les occuper et leur permettre de s'exprimer. Ce qu'ils sont en train de vivre, et ce n'est que par les métiers culturels qu'ils peuvent jouer ce rôle. Donc, comme je le dis, c'est à vous aussi de dire, voilà ce que nous pouvons faire. Avec un tableau bien dressé, dire aujourd'hui, vous avez la possibilité d'occuper ces enfants-là. Mettre 5 ou 10 milliards dans ça, ce n'est pas de l'argent qu'on jette. Les métiers de la culture sont les métiers où on met le moins d'argent pour former les gens. Avec l'expérience que nous avons au FDCT, on a vu qu'il y a des gens qui, au bout de 3 mois, sont devenus déjà productifs. Alors que lorsque vous voulez former un inspecteur du Trésor, imaginez l'argent qu'on met en lui. Et quand il sort, je m'excuse de le dire, ce n'est pas un acteur productif. Il est régulateur. Or, aujourd'hui, l'économie, ce n'est pas la régulation, l'économie, c'est de la production. Donc, il faut développer, il faut investir sur ceux qui produisent. Bon, pour ne pas être merci de vous arrêter là parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps d'émission. J'ai quand même une dernière question pour faire notre dernier tour de table. On l'a clairement entendu, hein, la finance est une question épineuse de la production culturelle. Ici, les acteurs culturels privés travaillent sur le terrain, ont du mal à réunir des fonds. L'État fait sa part, mais la culture reste à sa place. Donc malheureusement, on l'a dit, souvent le parent pauvre du budget, ça arrive. Alors, dans le secteur privé, il y a le secteur privé culturel et il y a le secteur privé non culturel qui vit quand même et qui est un secteur économique important dans notre pays. Donc comment intéresser ce secteur culturel, ce secteur privé à la culture? Comment est-ce que les acteurs culturels privés peuvent procéder pour que leurs collègues du privé, qui ne sont pas de la culture, accompagnent la création culturelle? C'est malheureusement à moins de 10 minutes, le dernier tour de table. Chacun va donner son avis et ça va être la fin de l'émission. Eh bien, je vais commencer par M. Tougma pour faire le tour dans l'autre sens. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que d'abord il faut intéresser. Le produit a une valeur et ça, il faut vendre ça aux gens. Aujourd'hui, on pense que certaines filières ne sont pas rentables. Pourtant, nous avons une chance avec le numérique aujourd'hui de rentabiliser. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, avec l'avènement des TNT, les télévisions ont besoin de contenu. Donc, le contenu de conte, le contenu de théâtre, etc., sont les choses qu'on peut vendre. Ça, c'est un. Deuxième aspect, c'est qu'ailleurs, comment les gens ont développé les industries culturelles, ils sont partis sur le prélat, que toute personne qui utilise un produit culturel pour se faire de l'argent doit contribuer au développement de la culture. Il n'y a pas un produit qui ne se vend pas sans publicité, c'est de l'audiovisuel, la sensibilisation. Et j'aime dire, il faut savoir adresser la facture à la bonne personne.
quelqu'un qui fait une sensibilisation contre l'excision, celui qui doit payer la facture, c'est le ministre de la Santé. Et donc, nos politiques culturelles, surtout au ministère de la Culture, il faut faire en sorte que tout ce qui concerne les aspects culturels dans les budgets des différents ministères, qu'il y ait une certaine lisibilité, une certaine jonction pour que ça aille effectivement vers les acteurs culturels et une meilleure utilisation des produits culturels. On a construit des salles polyvalentes dans les régions qui ne sont même pas adaptées pour les spectacles. Pour les acteurs culturels, c'est un gâchis parce que tout simplement, on ne les a pas associés. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un ministre de l'Agriculture, il serait pas intéressant de concevoir une stratégie nationale du développement de l'agriculture sans associer la culture. Pourquoi? Que ce soit pour la sensibilisation, mais surtout pour notre riche patrimoine en matière de savoir-faire, pour la conservation des terres, pour la conservation de l'environnement, et même que nous avons des pratiques culturelles aujourd'hui qui peuvent être remises en selle et qui peuvent nous être plus bénéfiques. Donc aujourd'hui, il faut que le ministère de la Culture aussi fasse un lobbying. Il faut que les acteurs privés disent aux autres, si tu vends la bière aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous avait valu l'idée de proposer, en 2019, de faire un prélèvement de 10 francs sur les boissons industrielles pour financer la culture. Dieu merci, l'idée sert aujourd'hui à financer la guerre, mais à l'époque, peut-être que si on avait financé la culture avec ça, peut-être que cette guerre serait moindre aujourd'hui par rapport à ce que nous subissons. Toujours est-il que, comme je le dis, celui qui utilise la culture pour se faire de l'argent doit contribuer au développement de la culture. Et ça, il faut l'instaurer. Il faut que les acteurs culturels aussi valorisent davantage cela. Merci, M. Zongo. Je prends en compte ce que le DG Tougma vient de dire. Je vais ajouter un autre volet, c'est peut-être le mécénat. Le mécénat, c'est cette formule qui veut que quelqu'un qui a les moyens, notamment les opérateurs économiques du privé, puisque c'est la relation privé-privé, puisse soutenir des actions culturelles, moyennant donc peut-être des faveurs qu'on leur ferait en matière d'allègement, par exemple, des impôts, taxes et autres choses. Cette culture du mécénat n'est pas encore tout à fait réelle dans notre pays, mais ça fait des années aussi que nous en parlons, que nous incitons à aller vers cette culture du mécénat parce que les grands opérateurs culturels, les industriels qui ont de la finance et qui pourraient apporter quelque chose à la culture ne sont pas très sensibles à la culture justement. Voilà, eux, c'est l'espèce sonnante et trébuchante, sont très limités en matière d'ouverture sur les arts. Mais s'il y a une sorte d'appât qui est de faire miroiter la possibilité d'allègement quelconque sur leurs taxes, sur leurs impôts et tout ça, ça pourrait les attirer. Ils vont dire, ah d'accord, écoutez, je finance telle chose en compensation, on me fait ceci. Donc là, c'est un appel du pied encore à l'État. Il faut qu'on puisse exploiter ce créneau aussi. Ça peut permettre donc aux deux secteurs culturels, du privé, économique et culturel, de pouvoir donc coopérer et pouvoir donc apporter une plus-value à la production culturelle. Ça tombe bien, M. Tougma a pris note. M. Belem. Malheureusement, nous avons porté la loi sur le mécénat. Absolument. Ça a été l'une de mes premières... malheureusement, durant 2 ans, nous nous sommes heurtés à un mur en béton. Et le dossier, M. Belem le sait bien, ça a été mon premier dossier. C'est après que la loi sur le mécénat n'a pas marché que nous avons engagé le processus des sources pérennes que j'évoquais tantôt. Sinon, on a tenté, mais comme on le dit, je crois qu'on ne se parle pas assez. Et je suis tout à fait d'accord que ça, il faut le relancer parce que c'est des mécènes d'autres pays qui nous financent ici. Donc, il n'y a pas de raison. L'une des éditions de la SNC que nous avons fait avec un budget excédentaire, c'était l'édition de 2016. Il s'est trouvé que c'est un mécène qui a mis 100 millions à la SNC. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il évoque, c'est intéressant. Il a fallu, oui, l'une des éditions durant mes 20 ans au ministère, c'est la seule édition qu'on a fait sans déficit. Ok, c'est bon à savoir.
Donc, vivement que ce soit relancé, que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et qu'on arrive clairement à régler un problème. Parce que si ça s'est résolu, je pense qu'on ira moins taper à la porte du ministère pour demander des financements. Monsieur Willem. Non, c'est pour dire que les réflexions à ce niveau continuent. Et je pense qu'on va obtenir des résultats. Bon, parce que dernièrement, étant donné qu'il y a eu des exonérations à cause du Covid, pour bon nombre d'entreprises, bon, au niveau du ministère en charge des finances, ils n'ont pas voulu encore poursuivre avec le dossier sur le mécénat. Parce qu'il fallait encore faire des... Donc c'était des pertes de recettes à leur niveau. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. On continue. Je pense qu'on a des cadres de concertation assez réguliers avec eux. Et d'ici là, si la situation économique est reluisante, je pense qu'on va relancer les dossiers. Et surtout que l'Assemblée législative actuelle prête une oreille attentive aux questions culturelles. Bon, ce que je veux ajouter aussi, c'est la question des infrastructures. Parce que ça aborde la question des débouchés en même temps pour pouvoir écouler les produits. Donc, vous l'avez dit, à ce niveau, il faut que les différentes administrations publiques puissent travailler ensemble. Ça, c'est très important. Et effectivement, ce que nous avons dénombré, c'est autour de 216 infrastructures culturelles. Mais beaucoup ne sont pas contrôlées par le ministère en charge de la culture. Donc, pour la plupart, c'est des collectivités territoriales. Mais étant donné aussi qu'ils n'ont pas la même lecture que nous sur les enjeux du secteur culturel, nous avons du mal à accorder nos violons. Sinon, effectivement, les salles polyvalentes devaient tout de suite régler une partie du problème, surtout au niveau des régions, pour permettre la diffusion. Qu'elles soient adaptées en fait aux besoins. Absolument, et ce n'est pas le cas. Voilà, c'est là où ça pointe. Donc, nécessité au niveau du privé, du public également, d'agir de sorte à ce que, de donner les coups des franches aux acteurs du privé, de pouvoir vraiment s'exprimer. Et on termine avec Madame Diémé. Mais en plus de ce qu'ils ont dit, moi je pense que je m'adresse peut-être aux acteurs du secteur privé. Absolument. C'est surtout peut-être de travailler à faire de la visibilité sur l'apport de leurs activités, sur l'économie, sur la vie des gens et tout ça. Parce que s'il est vrai que le ministère détient les statistiques pour le secteur des arts plastiques, ce n'est pas vrai pour les autres domaines, les autres secteurs. Donc je pense que c'est de mettre vraiment en place une vraie collecte de données qui pourrait en tout cas valoriser vraiment ou faire voir de façon concrète ce que ce secteur-là apporte dans l'économie même du pays. Et ça, je pense que ça peut aussi inciter les décideurs à... Voilà. Et il y a autre chose, peut-être que c'est un peu comme un sujet tabou, mais moi je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé doit accepter d'être dans les instances décisionnelles. Je dis ça pourquoi? Les décisions sont prises, oui, où je vais en venir. Oui, parce que quand on parle on va à l'Assemblée nationale, c'est là où tout se joue. Voilà. Mais la culture est absente de là. Qui comprend, qui peut porter la voix de ces acteurs-là au niveau de ceux qui prennent toutes ces décisions? Il n'y en a pas. Donc je pense qu'à un moment, il faut que les acteurs culturels acceptent d'être présents dans certaines instances pour que les choses se bougent. D'accord, ok. C'est bien noté et c'était la dernière intervention pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis un grand merci et à chaque numéro de Culture et Développement, on se rend compte que le temps est court et qu'on aurait pu développer encore plus, mais qu'à cela ne tienne, on a quand même touché du doigt certaines vérités qui peuvent permettre de continuer les réflexions et les discussions, pourquoi pas aboutir à des réalisations concrètes qui vont permettre de bouger les lignes, parce que c'est bien beau d'être un pays de culture par essence, d'être des passionnés de leur culture. D'en vivre, ça serait encore mieux pour les acteurs du secteur et que le pays puisse se vanter d'être un pays où la culture vit et fait vivre, serait encore mieux. Eh bien, le secteur privé a son rôle à jouer, joue déjà son rôle, a encore un travail d'organisation à faire. Le secteur public travaille à accompagner tout cela. Et nos opérateurs économiques sur le côté sont invités à entrer dans la danse. Il
Faut-il encore les convaincre parce que l'industrie culturelle est également un business qui peut potentiellement être rentable quand on sait comment y investir et comment avoir un retour sur investissement. Faut-il peut-être que les acteurs culturels privés fassent ce plaidoyer et en tout cas arrivent à démontrer ça aux opérateurs économiques pour que ça les intéresse, pour qu'ils puissent y investir de l'argent. Eh bien, c'est là que l'on s'arrête pour ce numéro de Culture et Développement. Je dis un grand merci à chacun de mes invités pour ce moment de partage, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous faites partie des consommateurs des productions culturelles de notre pays. Pensez-y, aux produits dérivés, ça peut être intéressant, parce que souvent il y en a aujourd'hui, demain il n'y en a plus et ça reste un souvenir que l'on garde pour de longues années et qu'on transmet, pourquoi pas, aux futures générations. Eh bien, on se dit à prochainement pour un autre numéro de Culture et Développement avec un autre thème et un autre panel. D'ici là, portez-vous bien et contribuez autant que faire se peut, et en tout cas à la hauteur de votre capacité, à faire vivre la culture de chez nous. Au revoir.